Alors, on va faire un bond dans l'histoire et dans l'histoire du château de Dourdan et de toute la région de Dourdan, mais le château, on s'attache au château aujourd'hui et c'est important. Il y a évidemment le siège de 1591, c'est ce que va retracer Dominique Bassière, et les conséquences de ce siège. Voilà, bonjour. Donc effectivement, on va faire un petit bond dans le temps jusqu'aux guerres de religion. Un petit mot du contexte local pour expliquer ce qui s'est passé à Dourdan en 1591. Dourdan, à l'époque, n'est pas très important. C'est un gros bourg rural. Ce bourg rural est situé sur une route secondaire qui relie Chartres à la Nationale 20 via la vallée de l'Orge jusqu'à Arpajon. Ce bourg accueille notamment un marché céréalier relativement important, mais local, mais qui gravite dans l'orbite de la capitale et voit poindre petit à petit, ce bourg voit poindre une activité textile qui fera sa renommée au XVIIe siècle. Depuis 1549, le domaine seigneurial et le château de Dourdan appartiennent au duc de Guise, François tout d'abord, ensuite Henri jusqu'à son assassinat en 1588, et puis pour finir, au début des années 1590, Anne d'Este, la duchesse de Genevois et de Nemours, donc la mère d'Henri de Guise. Ainsi, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, Dourdan est la possession des chefs de la Ligue, ce parti ultra-catholique qui combattait le roi à l'époque, qui a même failli le renverser. Quand je parle du roi, c'est Henri III. Et dont le château de Dourdan constitue une des places fortes. Nous sommes dans une région ligueuse, entre guillemets. Alors, à la fin des années 80, 1580, début des années 1590, Paris fait l'objet de l'attention de tout le monde. Tout le monde veut prendre Paris. À cette époque, Paris est aux mains des ligueurs. Et tout autour de la région de Paris, dans toute la région parisienne, les armées vont se poursuivre les unes les autres constamment pendant une dizaine d'années, que ce soit les troupes royales, les troupes de la Ligue, et puis des troupes de mercenaires qui se faisaient embaucher par les uns et les autres au gré des circonstances. Ce qui va entraîner de nombreux pillages, destructions, un désordre social qui va être très très important. Alors à Dourdan, à l'été 1589, on va nommer un nouveau capitaine en charge du château de Dourdan et gouverneur de la ville, en la personne de Jacques d'Argiens. Alors, Jacques d'Argiens, c'est un Italien qui est originaire de Ferrare, en Italie du Nord, au nord-est de Bologne. C'est un mercenaire ultra-catholique qui s'est mis au service de la Ligue très rapidement en France. C'est un militaire bon stratège, on le verra tout à l'heure, audacieux, voire même téméraire. Pendant les 2 ans où il a été présent, les presque 2 ans où il a été présent à Dourdan, il a, notamment en novembre 1589, lors du siège d'Étampes, il va aller essayer de délivrer un peu, d'aider les ligueurs qui étaient dans Étampes, sans savoir que Henri IV avait déjà pris la ville. Eh bien, qu'à ça ne plaise, il va prendre la porte Saint-Martin au sud d'Étampes. Il va la tenir 2 ou 3 jours, pour rien, avant de rentrer sur Dourdan. En août 1590, il va se rendre sur Paris. C'est le premier à ravitailler la ville. L'étau s'était un petit peu desserré à l'époque, lors du siège de la ville. Et c'est le premier à apporter des vivres dans Paris. Et ensuite, en 1591, en février-mars, il va aller aider les Chartrains. Chartres était à l'époque assiégé par Henri IV. Donc vous voyez, il ne reste pas sans rien faire à Dourdan. Et dans la ville même, dès son arrivée, il va être conscient des faiblesses de cette vieille forteresse philippienne et il va essayer de s'efforcer de mettre à niveau ses défenses, notamment pour les adapter au bombardement de l'artillerie. Les bombardements étaient devenus la règle lors d'un siège au XVIe siècle. Alors, contrairement à ce qu'on a pu dire souvent, que d'Argiens avait agi dans l'urgence, je ne le pense pas, parce qu'au vu de l'ampleur des travaux qu'il va réaliser, c'est pas possible de le faire dans l'urgence. Je pense que c'est un travail de 2 ans. Il s'attendait tôt ou tard à être assiégé dans ce château de Dourdan. Donc il va consolider les assises de la forteresse et pour ça, il va araser la place du marché en face du château qui était
un petit peu plus haute que ce que l'on voit. Il y avait des jardins qui étaient présents là, des jardins potagers, et il semblerait que quand on a un jardin potager, on apporte des amendements, on apporte de la terre, et petit à petit, le sol monte. Cette terre, en partie, va servir pour combler tout ce qui est substruction du château de Dourdan, les caves, certains rez-de-chaussée, ce qui permettait de consolider le rempart et ce qui permettait d'amortir surtout le choc des boulets de canon. Il va également araser le sommet des bâtiments et des tours, c'est ce que l'on voit en jaune, pour créer des plateformes. Alors ces plateformes, qui dit plateforme, dit artillerie, et normalement, il devait posséder un certain nombre de canons, combien on ne le sait pas, et de quel calibre, là encore moins. Il va également, tout en haut, on le voit en bleu, créer une galerie cimentée, empierrée, pardon. C'est le fond, ce que l'on voit au fond de la cour, on voit encore cette espèce de talutage, c'est le reste de cette galerie. Cette galerie avait un gros avantage, elle permettait de circuler à l'abri entre la plateforme en jaune là, qui fait le coin à côté du donjon et le logis qui était sur la gauche. Voilà. Une partie du logis a été arasée également de sa toiture, probablement pour le protéger, parce que sur l'angle en bas à gauche de la photo, du dessin, il y a l'église Saint-Germain de Dourdan. Elle est située à quelques dizaines de mètres à peine du château. Et cette église a des tours qui sont quand même assez hautes. On en reparlera tout à l'heure. Ça pose un problème pour la défense. Donc il a fallu quand même nettoyer un peu la forteresse à cet endroit-là. Et l'avantage d'avoir la galerie tout en haut, c'est qu'on n'est pas vu depuis les clochers de cette tour. Cette église, pardon. Alors je dessine mal, je m'en excuse. On l'a vu tout à l'heure avec Christian, avec Vincent, pardon, au milieu de la cour d'Argiens, ça fait creuser ce qu'on appelle des retranchements en forme de U face au châtelet d'entrée. Et cela, c'était pour se protéger d'une éventuelle intrusion des assaillants, c'est-à-dire les troupes royales, ce qui est aussi un obstacle pour les assaillants, parce que si jamais ils arrivent à passer à cet endroit-là, il faut descendre sur un retranchement de 5 mètres pour remonter de l'autre côté pour essayer d'atteindre les bâtiments ou les retranchements. C'est pas facile. Donc tout est fait pour empêcher l'adversaire de rentrer facilement dans le château, et en même temps ces retranchements permettent une meilleure circulation des défenseurs. Également, Jacques d'Argiens va faire creuser une galerie qu'à partir du XVIIe siècle on appellera casemate, je ne sais pourquoi, mais c'est une galerie qui part du fond du donjon pour atterrir à la sortie de cette plateforme qui était juste devant le donjon. Cette galerie existe toujours, et là on voit le passage avec l'entrée du donjon, qui rentre dans le donjon. Ça permettait de circuler, là encore, du donjon vers une plateforme en étant protégé, sans être vu des assaillants, et ça évite d'utiliser le pont. Alors je ne sais pas s'il était levis ou dormant à l'époque. En tout cas, si ce pont a été détruit, on était coincé dans le donjon. Grâce à cette galerie, on pouvait circuler. Cette galerie existe toujours de nos jours. Alors, il y a le problème de l'église. Ça a été un souci parce qu'on dit que Jacques d'Argiens a brûlé les toitures de l'église et détruit quasiment les tours. En fait, les destructions sont minimes parce que quand on regarde l'église actuellement encore, au niveau des tours, on a encore des baies avec une arcature gothique qui est là, donc antérieure à ce siège. Plus même, encore mieux, tout en haut des contreforts de ce clocher, il y a encore des pinacles qui sont là, typiques du XV-XVIe siècle. Donc là aussi, c'est antérieur au siège de 1591. Donc tout au mieux, Jacques d'Argiens a détruit seulement la charpente de cette église. Alors,
Pourquoi il n'a pas été plus loin ? Probablement parce que c'est quelqu'un qui est catholique fervent et il ne se voyait pas détruire, je pense, un édifice religieux, ne serait-ce que pour la défense du château. Alors, en mars 1591, Henri IV, qui vient de prendre la ville de Chartres, avec une belle armée, quand même, une armée à peu près de 12 000 hommes, ce qui n'est pas rien à l'époque, va séparer ses troupes en deux. Lui, il va partir sur l'ouest et le nord de la région parisienne, notamment pour se rendre à Château-Thierry, et il va demander à son maréchal, Armand de Gontaut de Biron, de s'occuper de la partie sud et ouest de la capitale. Alors quand je dis s'occuper, c'est-à-dire c'est nettoyer toutes les places fortes et les villes qui étaient tenues par la Ligue. Biron donc part de Chartres avec une troupe, je ne sais de combien d'hommes, peut-être 3 000 à 4 000 hommes maximum, et il va s'installer le long du faubourg de Chartres, dans une vallée qui porte encore le nom de la vallée Biron. Ça lui permet d'avoir un camp de base quand même assez éloigné de la ville pour éviter une sortie des assaillants et être tranquille, et en même temps de pouvoir prendre ses quartiers pour pouvoir préparer l'assaut de ce château et voire de la ville. Alors, D'Argiens et sa troupe ne sont pas seuls dans le château de Dourdan. On pense souvent qu'il n'y avait que les soldats. Non, il y avait aussi les habitants de la région. Il doit y avoir un sacré brouhaha dans cette demeure. J'en veux pour preuve ce texte dans les actes du notaire des Granges-le-Roi, oui, pardon, où les habitants des Granges-le-Roi disent que foulés et oppressés des gens de guerre du parti du roi de Navarre, comme durant le siège de votre château de Dourdan, où nous étions venus, donc venus se protéger, sous-entendu, abandonner nos maisons et nos biens sans les pouvoir sauver. Pardon. Donc ça, ce texte est important parce que c'est une preuve que au moins les habitants d'un village alentour de Dourdan se sont réfugiés juste avant le siège du château, au moins dans la cour, voire dans les bâtiments qui restaient de cette demeure. Alors c'est peut-être pas un hasard non plus. Le seigneur des Granges-le-Roi, c'est Anne d'Este, la mère d'Henri de Guise, donc propriétaire du château de Dourdan. Alors, le maréchal de Biron va pénétrer sans coup férir dans la ville de Dourdan. Il va installer son artillerie principalement sur la place du marché. C'est un endroit dégagé. Je vous rappelle que les trois côtés de la forteresse, on le voit avec les points rouges, sont occupés par du bâti. Déjà en 1538, il y avait plus d'une vingtaine d'habitations autour du château. En 1826, sur le cadastre napoléonien, on a 35 bâtiments qui sont là. Donc c'est un élément à prendre en compte pour un siège. D'abord parce qu'on ne peut pas installer des canons n'importe où, mais en même temps ça peut être dangereux pour les défenseurs puisqu'il suffit d'un jardin entre deux maisons pour installer quelques batteries d'artillerie. Donc, Biron entame le bombardement du château. Alors, quand on parle de bombardement, on parle souvent d'un gros bombardement du château de Dourdan. Je ne pense pas qu'il ait été si énorme que ça, pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas beaucoup de canons. L'armée royale, en tout et pour tout, possède 35 canons. C'est pas si important que ça. Biron, quand il assiège Chartres 2-3 mois avant Dourdan, au maximum avait 13 canons qui pouvaient tirer en même temps. En septembre 1591, quand il va assiéger le village de Chelles dans la boucle de la Marne, à l'est de Paris, il n'aura que 11 canons, dont 2 coulevrines, c'est-à-dire des tout petits canons. Donc on peut imaginer que sur Dourdan, il possédait... S'il a déjà une dizaine de canons, c'est déjà une bonne chose. Et puis, en plus, Biron a un autre gros souci. Il ne pouvait pas entamer un bombardement constant
du château de Dourdan, parce que d'abord un canon à l'époque, ça a un nombre de coups très limité, une centaine de coups par canon. Après, il faut le réaliser, il faut le réparer, voire le remplacer. Donc c'est pas énorme. Et puis deuxièmement, Biron a toujours eu énormément de problèmes de ravitaillement en munitions et en boulets, enfin en boulets de canon et en poudre. Et ça, c'est constant. Et dans sa correspondance, j'ai regardé sa correspondance, il se plaint sans arrêt à Henri IV qu'il n'a pas assez de poudre et de canon pour tenir des sièges sur le long terme. Donc on peut imaginer que le siège de Dourdan, les 22 jours de siège, ont été assez entrecoupés de pauses, faute de munitions. Alors Biron va essayer également... Ah oui, alors pour tirer avec des canons, il faut expliquer, c'est très compliqué à l'époque. D'abord, un canon, c'est lourd. Deuxièmement, un canon ne peut pas viser. Donc, il faut l'aider à viser. Donc, on va tirer au jugé et on rapproche plus ou moins les canons en fonction d'où vont tomber les boulets. Et puis, pour tirer en hauteur, on ne sait pas faire. Donc, on crée des terrasses. Et pour ça, on a des pionniers, c'est-à-dire un personnel qui était là pour retrancher ces canons. Et comme on ne tire pas très loin avec un canon, lors du bombardement de Chartres, Biron, 2-3 mois avant, tire à 37 mètres des remparts seulement de Chartres, pour être sûr de pouvoir faire tomber les remparts. Donc vous voyez, il faut protéger ces canons avec des gabions, il faut les mettre sur une terrasse. Enfin, c'est quand même pas facile de bombarder une place forte. D'autant plus que pour tirer, il faut charger par la gueule, mettre la poudre, il faut tasser la poudre, mettre un boulet. On allume par une chambre de tir, il n'y a pas de mèche, c'est une chambre de tir qui une puits de lumière qui donne directement sur la poudre pour pouvoir enflammer le tout, sans parler des accidents qui peuvent arriver et qui arrivaient souvent avec les canons qui explosaient. Alors on a retrouvé des boulets ici à Dourdan, dans les fossés, dans la cour. Certains boulets comme celui-ci, qui est un gros boulet, il fait 13,8 kg. Ça équivaut à des boulets au minimum de 18 livres, 19 livres qu'on utilisait. Ça, c'est pour l'artillerie lourde. Donc on sait qu'au moins Biron avait une partie de son artillerie lourde pour bombarder les murs du château de Dourdan. Également, Biron a fait une chose qu'il avait l'habitude de faire, c'était de creuser des mines sous les remparts des villes ou des châteaux pour les faire ébouler. Alors, le principe de la mine, c'est on crée une galerie, on creuse une galerie, sous le rempart, on fait une chambre, on stocke de la poudre, du salpêtre, et puis on enflamme le tout et ça explose et normalement ça doit faire tomber un rempart, en théorie. En pratique, à Dourdan, ça n'a pas bien fonctionné. Alors, voilà ce que l'on présente comme étant une fente due à une mine. C'est peut-être vrai. Il faudrait, seuls des sondages archéologiques pourraient prouver qu'il y a bien une galerie qui passe en dessous des fossés. On est sûr s'il y a une mine, il y a une galerie, puisque les fossés de Dourdan n'ont jamais été en eau. Donc ce sont des fossés secs. On peut partir d'une maison et creuser tranquillement une galerie. Ça n'a pas fonctionné. Donc voilà les traces de cette mine de 1591. De plus, il va essayer également de bombarder le rempart côté du logis dont on a parlé tout à l'heure, du vieux logis médiéval. Et on aurait un reste de ce bombardement. Mais là encore, ça n'a pas fonctionné parce que je pense que les défenses d'Argiens ont bien tenu le coup. Le fait de renforcer les remparts et les différents bâtiments ont joué à plein. Cependant, ça ne va pas durer. Le château va se rendre le 17 mai 1591. Alors, il semblerait qu'une partie des troupes qui se défendaient d'Argiens se soient réfugiées dans le château. Il y a une légende comme quoi ce serait un maçon qui aurait aidé les troupes d'Henri IV à pénétrer dans le donjon. Je n'ai pas trouvé personnellement le texte d'époque qui raconte cela, donc je prends ça avec des pincettes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'Argiens a bien négocié sa capitulation parce qu'il est parti avec hommes, armes et bagages, sans problème, par la vallée de l'Orge, alors sous bonne garde, cela dit, au cas où. Et il est parti d'Erechef vers Paris pour aider la Ligue qui tenait toujours la capitale à cette époque. Et après, j'ai perdu la trace de Jacques d'Argiens.
Donc le 17 mai 1591, le château capitule. Ça a eu de grosses conséquences, ce siège, et sur le château, qui est sorti exsangue de ce bombardement et de ces destructions faites par Jacques d'Argiens pour le protéger. Également, la ville a subi aussi beaucoup de dégradations et de graves conséquences de ce siège. Alors le château, on dit que le château a été abandonné, je ne le pense pas. Suite à ce siège, le château ne semble pas avoir été abandonné, il a été occupé par une garnison en fait. Les archives du notaire de Dourdan le montrent. Donc par exemple, j'ai pris un exemple de 1594 où un certain Pierre Corbin, qui est soldat, je voulais souligner, donc Pierre Corbin, qui est soldat de la garnison du château de Dourdan. Donc il y a bien une garnison. Et plusieurs actes notariés mentionnent la présence d'une garnison dans le château. Quand Biron est parti, il a laissé une petite troupe, sûrement pas très importante, mais il a laissé une petite troupe pour occuper la place au nom du roi. Par exemple, le 6 février 1594, on a un certain Jacques Cholin, qui est aussi soldat de la garnison du château, qui signe des actes notariés à Dourdan. Autre conséquence de ce siège, un impact sur les naissances. Alors, on possède les registres paroissiaux pour la paroisse Saint-Pierre, la deuxième paroisse de Dourdan. Ceux de l'église Saint-Germain ont été détruits. Ils ne commencent qu'en 1593, malheureusement. Mais on s'aperçoit qu'en 1590, il y avait encore 25 baptêmes. En 1591, année du siège, il n'y a plus que 6 baptêmes, c'est-à-dire que les gens n'ont plus osé faire d'enfants, en fait, par conséquent, de peur de la soldatesque. Et en 1592, il y a un effet de rattrapage avec 32 baptêmes. Ça, c'est une des conséquences de ce siège. Autre conséquence, par exemple, les registres de la fabrique paroissiale de Saint-Germain de Dourdan mentionnent bien ce siège en précisant, je cite, « À cause que l'armée de monsieur le maréchal de Biron estoit en cette ville de Dourdan, qui assiégea le château où estoit le capitaine Jacques. » Et là aussi, pendant plusieurs mois, aucun acte n'est conclu en faveur de la fabrique paroissiale. Enfin, pour finir, il y a une paupérisation des habitants et de Dourdan et de la ville qui se voit dans cette fin du XVIe siècle, et notamment au retour au Granges-le-Roi, ou dans un acte notarié qui a un petit peu souffert, mais qui est quand même très intéressant, parce que les habitants des Granges-le-Roi écrivent à leur seigneur, Anne d'Este. Alors, il y a une sous-intention là-dedans, c'est de payer moins d'impôts. Nous sommes en 1594, 3 ans après le conflit, et ils vont essayer de noircir un peu la situation, mais qui est réelle. Et ils disent à Anne d'Este, « Supplie humblement vos obéissants sujets, les habitants de votre village des Granges-le-Roi, avoir compassion en eux, en leur extrême nécessité, se voyant maintenant réduits en une si grande pauvreté et misère, à raison des guerres et extorsions survenues durant le siège de votre château de Dourdan. Après nous avoir retint prisonniers, donc j'imagine dans le château, de découvrir nos maisons, c'est-à-dire que les troupes royales ont enlevé la charpente, ils ont vendu le bois, la tuile, avec tout ce qu'ils ont pu prendre aussi de notre argent. Donc, il demande à Anne d'Este, on n'a recours qu'à vous, madame, pour nous sauver. À cette époque, Anne d'Este est déjà en Savoie. Je pense que Dourdan, c'est le moindre de ses soucis. Finalement, pour conclure, en 1597, Nicolas Harlet de Sancy, qui était présent au Conseil, qui a même été surintendant des Finances, une sorte de super ministre des Finances, presque une sorte de Premier ministre à l'époque d'Henri IV, Harlet de Sancy va acheter le château de Dourdan. Et comme on faisait souvent à l'époque, pour connaître l'état de ce château, il va demander une prisée. Une prisée, c'est un inventaire de l'état de la construction, et ça nous montre vraiment la description du château de Dourdan au moment, 6 ans après, ces guerres de religion, sachant qu'il n'y a pas eu de nouvelle construction dans le château. Et là, on a vraiment un état très intéressant de ce château qui est doublé par un plan qui nous présente tous les travaux qu'avait fait Jacques d'Argiens entre 1589 et 91
pour protéger le château de Dourdan. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie.